On peut commencer si vous le souhaitez. Vous avez le Ouais, ça contrôle? marche. Oui, c'est bon, j'ai le Super. contrôle. Bonne présentation. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez animé, pas trop de chiffres, beaucoup de questions à la fin, histoire qu'on s'endorme pas tous. C'est quand même un petit peu spécial présenté là. Et puis bon, il est 14 heures, c'est un petit peu l'heure de la sieste. Alors moi, je me présente, je suis Christelle Zesbord, je suis avant toute chose praticienne en Seine-et-Marne. Je soigne des chats, des chiens et puis des nacs. Et puis, deuxième casquette qui m'amène ici, je vous présente aujourd'hui le regard sur la profession vétérinaire vu du point de vue de l'ordre des vétérinaires, puisque je suis également conseillère ordinale au Conseil de l'Ordre des vétérinaires d'Île-de-France DOM. Voilà, ça c'est pour les présentations. Donc la présentation, c'est essentiellement vous donner une image un petit peu variée de la profession et de vos débouchés futurs, vous qui êtes intéressés par ce cursus. Et puis, secondairement, vous donner aussi quelques chiffres, peut-être pour vous amener à réfléchir sur des thématiques que vous n'aviez pas forcément envisagées avant de vous connecter à ce forum. Je pense qu'après, pour la suite, vous avez plus la possibilité de rentrer dans le détail avec les interventions des autres personnes qui ont dû détailler leur profession à part entière. Voilà. Donc, voilà, la profession vétérinaire, du point de vue l'ordre, c'est de rappeler que c'est une profession essentiellement libérale, c'est-à-dire que la part des professionnels exerçant une activité libérale est majoritaire par rapport à ceux exerçant sous forme de salariés. C'est encore le cas, même si on verra que cette profession libérale évolue également dans un contexte de chiffres tout à l'heure. Donc c'est comme ce qu'on retrouve dans les professions médicales, les avocats. Deuxième caractéristique, c'est important de le rappeler, c'est une profession réglementée. Ça veut dire qu'on a le droit et uniquement le droit d'exercer après l'obtention d'un diplôme et en l'application d'un règlement strict qui vaut pour tout le monde. Une sorte de code de bonne conduite, qui est le code de déontologie, code qui est édité, si vous voulez, et organisé par l'ordre, soumis à des refontes, mais dont les grandes caractéristiques donnent, si vous voulez, à l'ensemble de la profession ces directions. On va voir que cet exercice se présente sous différentes formes et que le domaine d'activité du vétérinaire n'est pas un, mais plusieurs. Les trois principaux domaines d'intervention, je pense que là, c'est un petit peu de la redite par rapport à ce que vous avez pu voir, vous l'avez compris. Vous êtes sans doute là, peut-être en majorité, dans l'espoir et le désir de préserver la santé et la protection des animaux, quels qu'ils soient. Mais sachez également que de nombreuses carrières du vétérinaire s'offrent dans le domaine de la sécurité sanitaire, notamment celle de la sécurité sanitaire des aliments et la santé publique. Là, je pense qu'avec l'épidémie et la pandémie de coronavirus, je pense que l'aspect santé publique et interrelation avec les maladies animales est de plus en plus présent dans toutes les têtes. Donc là, effectivement, l'importance du vétérinaire dans ces carrières-là. Bien sûr, on peut effectivement citer l'importance de la profession vétérinaire dans la préservation de la faune et de l'environnement. On reverra un petit peu plus les carrières qui s'offrent à vous dans ce cursus-là. Donc là, sur cette diapo suivante, on reprend un peu les différents statuts du vétérinaire. Donc il est souvent praticien. C'est effectivement, on verra les chiffres encore pour l'immense majorité d'entre nous, les carrières les plus classiques. Donc là, il est praticien, il soigne les animaux de compagnie et des animaux de rente et dans une moindre mesure des équidés. Il peut également être vétérinaire dans la fonction publique. Je pense que vous avez eu l'intervention d'un inspecteur en santé publique vétérinaire. Donc là, il a dû vous détailler effectivement les différentes possibilités et carrières disponibles. Il est également présent dans le secteur privé, que ce soit dans la recherche et également dans l'industrie.
Les combinaisons au sein de ces différentes carrières sont également multiples, c'est-à-dire que beaucoup de praticiens notamment exercent à la fois dans le domaine des animaux de compagnie et de l'élevage. Hein, ils exercent également, alors bien plus souvent strictement dans le domaine des équidés, pas que, et d'autres sont par contre uniquement en activité au niveau des animaux d'élevage et d'autres particulièrement au niveau des animaux de compagnie et ce qu'on appelle les NAC, hein, je vous rappelle, les nouveaux animaux de compagnie. Dans la fonction publique et dans le secteur privé, là encore, de nombreux métiers, avec l'importance dans les contrôles agissant sur la sécurité sanitaire des aliments, la mise en place des démarches qualité au sein des abattoirs, la santé publique vétérinaire avec tous les domaines de l'épidémiosurveillance, les domaines des animaux sentinelles, les démarches de prévention également dans la prévention des grandes pandémies encore. L'industrie pharmaceutique, avec effectivement l'interrelation entre le monde du praticien, l'exercice du praticien, la conception des vaccins, l'acheminement des médicaments, etc. Là encore, de nombreuses possibilités s'offrent aux vétérinaires. Et dans le domaine de l'agroalimentaire, là, c'est la sécurité et l'hygiène des aliments. La biologie, on retrouve effectivement toutes les carrières dans le domaine des laboratoires vétérinaires. On a mis un petit peu à part d'autres domaines d'activité que sont les carrières de vétérinaires sapeurs-pompiers volontaires, les domaines également du vétérinaire expert pour les tribunaux hein, lors de dossiers délicats. Le vétérinaire peut être amené à proposer sa qualité d'expertise. Hein, et dans ce cas-là, c'est une spécialité entre guillemets à part entière. Le vétérinaire également qui travaille pour des associations à caractère humanitaire. Là, j'insiste, c'est quand même déjà des carrières un tout petit peu plus, voilà, en nombre, elles représentent moins de postes. Hein, effectivement, le vétérinaire dans les parcs zoologiques, il est quand même bon de rappeler que ça représente très peu de débouchés. Donc là, il est également important de rappeler, à mon avis, bien faire le distinguo entre l'image du vétérinaire qu'on peut retrouver dans les médias, effectivement, que ce soit son domaine d'activité, on voit beaucoup de ce qu'on appelle les CHV, les centres hospitaliers vétérinaires, où on voit des carrières, on voit des vétérinaires procédant à des examens complémentaires compliqués. Alors là, effectivement, ce sont des carrières qui existent, bien entendu. Ça ne représente pas forcément l'immense majorité des praticiens. De la même façon, l'exercice dans les parcs zoologiques, même s'il est parfois très médiatisé, on voit beaucoup d'émissions en rapport avec cet exercice-là, de la même façon sur la faune sauvage, pas forcément un nombre de carrières en nombre très important. Justement, on va parler un petit peu plus chiffres, hein, avec la profession vétérinaire en 2020. Donc, 10 225 femmes participent à cette profession, 8 649 hommes pour un âge moyen de 43 ans et quelques. Hein, donc, voilà, ça c'est l'évolution. Là, on va avoir un petit film en 10 points, en 10 chiffres clés. Et je pense qu'on pourra peut-être rediscuter de certains chiffres clés qui, à mon avis, vont vous interpeller hein, sur la démographie vétérinaire. Je vais lancer le petit film, normalement. Ça ne passe pas. C'est bon.
Voilà, donc 10 chiffres clés. Je pense qu'il y en a certains qui sont quand même intéressants et qui vont générer des questions. Moi, je voudrais attirer l'attention notamment sur les entrants et les sortants. Ne pas oublier quand même que dans les sortants, ce ne sont pas forcément des personnes qui sortent de la profession vétérinaire. Hein. Ce point, c'est parce qu'effectivement, là, les chiffres sont donnés pour les entrées et les sorties au niveau du tableau de l'ordre. Mais vous l'avez compris, on peut être vétérinaire sans être inscrit à l'ordre. Ça veut simplement dire qu'on n'exerce pas la médecine et la chirurgie des animaux, hein, mais on peut avoir d'autres carrières. Donc, dans les entrants et les sortants, il n'y a pas nécessairement des gens qui sortent de la profession. Hein. Il y a des gens qui s'orientent vers d'autres carrières. Donc ça, c'est important. On pourra noter aussi le déficit entre les entrants et les sortants au niveau des carrières en rural. Hein, donc là, par contre, effectivement, ça va dans le sens d'une désertification en milieu rural et également, entre guillemets, un manque de vétérinaires et en exercice dans ce contexte-là. Également, un chiffre qui attire l'attention et qui c'était celui relatif au nombre de diplômés issus effectivement d'écoles hors France, hein, qui est en nette progression puisque là maintenant on est presque à l'équité au niveau des inscriptions entre ceux sortant d'une école vétérinaire française et ceux sortant d'une école européenne. Voilà. Donc, bien rappeler la place en fait du vétérinaire, insister sur le fait qu'il soit au carrefour de 3 santé, la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale. Effectivement, par sa connaissance en fait dans la transmission des maladies des animaux humains, hein, qu'on appelle les zoonoses, et aussi dans ses capacités à prévenir les maladies des animaux et ainsi à soigner. On le sait, le présent nous le rappelle un petit peu chaque jour, l'importance de la protection de la santé des animaux. Un point également important qui est un petit peu passé derrière avec le coronavirus, mais l'utilisation des antibiotiques. C'est vrai que là aussi, le vétérinaire joue un rôle important en santé publique, puisqu'il est un acteur de la lutte contre l'antibiorésistance. Sachez que, pour donner un chiffre, l'utilisation des antibiotiques, et ça c'est grâce à un travail global de l'ensemble de la profession, a permis de réduire l'utilisation de ces antibiotiques de 39% à l'espace de quelques années en France. Son importance également dans le domaine de la qualité des aliments d'origine animale et également dans la sécurité sanitaire liée aux denrées végétales et la protection des consommateurs. Il reste également un acteur essentiel, garant du bien-être des animaux et de la bientraitance nécessaire en fait à toute domestication et toute pratique d'élevage. Donc vous voyez, les domaines sont vraiment les domaines d'activité sont très 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 divers et je pense que ça vous l'aurez compris à l'issue de ce forum. Donc je pense que si vous devez retenir, c'est d'aborder ces études avec le plus d'ouverture d'esprit possible. Peut-être entrez-vous avec une idée bien précise de votre avenir. Surtout, ne vous fermez pas à toutes les opportunités qui pourraient être les vôtres, d'embrasser des carrières totalement différentes, mais tout aussi intéressantes que celles que vous aviez envisagées au départ. En tout cas, restez nettement passionné. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour devenir de bons vétérinaires. Voilà, je pense que j'arrive au bout du diaporama. Surtout, je voulais vous inciter également à retourner sur le site vétérinaire.fr, très très riche de données tout à fait de données audiovisuelles, notamment avec un petit film qui reprend point par point toutes les carrières, qui dure une petite dizaine de minutes et qui vous redonnera plein d'éléments super intéressants. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. J'ai peut-être été un petit peu vite pour le coup, mais je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on attend les questions. Je regarde le chat et je vous les transmets.
Alors, on a une première question. Pour les spécialisations, tout cela se fait en cinquième année, à la suite des stages. Je pense. Je vais répondre de façon évasive. Je crois savoir aussi que vous aviez effectivement une intervention plus spécifique sur le cursus, parce que là, moi, je vais peut-être pas avoir toutes les données vraiment hyper actuelles. De mémoire, en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Oui, tout à fait. Les spécialisations sont en fin de cursus. À la limite, on sort tous avec globalement un bagage commun. Alors, par rapport au diplôme européen, devons-nous passer un équivalent pour obtenir un diplôme français? Alors, quand il s'agit d'un diplôme européen, non. Hein, effectivement, quand les étudiants ont fini diplômés d'une faculté roumaine, espagnole, il n'y a pas de diplôme à passer. Non, non, c'est une inscription effectivement classique. Alors ensuite, une autre question. Si nous effectuons nos études à l'étranger, est-il plus difficile de s'inscrire à l'ordre des vétérinaires, notamment si études canadiennes ou espagnoles? Alors, études espagnoles tout d'abord, non, c'est pas plus. Là, on est vraiment dans l'histogramme de tout à l'heure, hein, fait qu'effectivement un nombre d'inscrits, et là on parlait des écoles européennes, et donc là l'inscription, elle est, voilà, l'équivalence, elle est de facto, hein, donc l'inscription se fait tout à fait classiquement. Surtout pour un étudiant, enfin voilà, c'est la vérification à la limite de la maîtrise de la langue française, mais le diplôme, lui, est équivalent. Après, pour l'équivalence canadienne, c'est plus délicat, mais si vous êtes de nationalité française, avec un diplôme canadien, il y a une réciprocité qui est... alors, c'est plus compliqué dans l'autre sens. Hein. Par contre, aller exercer au Canada, c'est plus compliqué, mais revenir, pourquoi pas, revenir avec un diplôme canadien, c'est possible. C'est quand même pour l'instant... ouais. Pardon ? Oui, on a eu la question tout à l'heure avec les diplômes anglais, avec le Brexit. Pour l'instant, ça ne change rien. C'est considéré comme effectivement un diplôme européen. Donc il y a Manon qui nous parle du rachat par des chaînes de cabinets et de cliniques. Et d'où viennent ces groupes d'investisseurs? Du monde de la santé humaine et des cliniques privées. Quel est l'argumentaire? Alors là, je pense qu'on sort un tout petit peu de la conf. Là, effectivement, je sais pas comment répondre. Je vois pas trop le rapport entre le rapport sur la démographie. Enfin, il faudrait préciser la question. Déjà parce que la réponse demande d'être précise. Il n'y a pas un seul rachat, il n'y a pas un seul groupe, il n'y a pas une seule, il y a tout un tas de montages possibles avec donc non là il faudrait vraiment préciser et me dire un petit peu quel est le fondement de la question pour que je puisse répondre sans donner une réponse beaucoup trop vague qui n'apportera rien. Alors ensuite, oui, on a la même question que ce matin avec le Brexit. Faut-il passer un équivalent pour exercer en France? À ma connaissance, non, mais là encore, c'est pareil, ça reste vraiment des points ponctuels. Hein. Il n'est pas plus facile d'intégrer une école anglaise, une école vétérinaire anglaise qu'une école vétérinaire française. Donc pour l'instant, ça reste vraiment des cas très très ponctuels. Alors ensuite, une question de Sabrina, mais je crois qu'il y a la réponse dans le diaporama. C'est pour les vétérinaires inscrits ayant un diplôme européen non français. Auriez-vous un pourcentage ou un ordre d'idée de la provenance de ce diplôme? Espagne, Roumanie, etc. Je crois que c'est 47% en tout, et après, je ne sais pas. À peu près, ouais, même plus. Hein, là, en 2019, on est presque à plus de 46%, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, on a effectivement maintenant alors là, le diaporama, c'est des chiffres de 2019, enfin qui sont sur la démographie 2016-2019. On n'a pas les chiffres 2020, ils sont encore modifiés. Donc, essentiellement, on avait des étudiants en provenance de facultés belges, des étudiants français
diplômés de faculté belge. Ça, c'était les dernières années. Maintenant, ça se précise avec des étudiants sortant des écoles espagnoles. Et puis, on commence effectivement à inscrire de jeunes confrères qui ont fait leurs études en Roumanie. Également quelques-uns en Hongrie également. Voilà, hein, à peu près. À peu près, voilà le trio des autres origines. Alors ensuite, une question de Armel. Bonjour, est-il possible d'exercer un métier dans le domaine vétérinaire dans l'armée? Si oui, y a-t-il des démarches à suivre et quels sont ces métiers? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est un oubli où il y a effectivement des carrières fort intéressantes dans l'armée avec tous les domaines de la cynotechnie, l'entourage des chiens des armées, le soin aux chevaux, etc. Hein, donc là, c'est à la sortie de l'école, effectivement, un concours spécifique. Tout à fait. Avec quelques places, c'est quand même des carrières assez sélectives. Il n'y a pas non plus un nombre de débouchés, mais effectivement, il y a tout à fait la possibilité. Merci. Alors ensuite, une question de Marie. Pour les étudiants en première année de BCPST, il semble que le concours va ouvrir en 2021 des places post-bac, donc via la voie Parcoursup. Y aura-t-il une distinction entre ces deux sélections? Le nombre de places sera-t-il réduit? Alors, effectivement, moi, j'ai pas accès aux chiffres, des chiffres qui sont encore. Alors, je sais pas si sur l'intervention faite par la personne qui vous a parlé du cursus, vous avez des données plus chiffrées. En tout cas, ça c'est pas sous l'impulsion ordinale, c'est pas l'ordre qui décide effectivement du cursus en tant que tel. Il donne les orientations. Donc là, le numerus clausus et la part sur le Parcoursup, moi, j'ai pas de chiffres et de données précises à vous donner. Les conditions d'accès seront visiblement différentes, par contre. Hein. Oui, pour les places sur Parcoursup, ça sera différent de la filière sous forme de prépa. Alors ensuite, on a et là, c'est nouveau, en fait. C'est vraiment 2021, là. Hein. Pardon. Alors en fait, on a deux questions qui se ressemblent. C'est que pensez-vous du cursus en Roumanie et quelles sont les écoles les mieux réputées en Espagne et en Roumanie? Alors là, c'est une question, effectivement, donner un sentiment de valeur sur quelque chose qu'on ne connaît pas et à ma connaissance, que peu de vétérinaires finalement connaissent in situ. Moi, je suis jamais allée dans les écoles en Roumanie. J'ai pas vraiment de retour précis. L'ordre ne nous a pas pour le moment. Donc, et on a pour l'instant un peu de jeunes inscrits encore. Hein, c'est un phénomène relativement récent. Après, sur l'Espagne, là, c'est pareil. Je vous répondrai vu de ma fenêtre, mais sans connaître plus précisément la situation. Peut-être pouvez-vous glaner des infos auprès de professeurs ou de personnes susceptibles de maîtriser plus les enseignements. Alors ensuite, on a de Manon, donc, qui a dû voir une intervention de ce matin, qui posait la question de l'évolution de la profession vétérinaire avec un exercice moins individuel, davantage comme salarié au sein de grandes chaînes. Oui, c'est ça. Je pense que c'était un petit peu l'idée de la question auquel j'ai pas pu répondre. Je comprends le sens. Effectivement, on a une évolution plus sur le salariat et ça, effectivement, les chiffres nous le démontrent, notamment dans la proportion féminine où les femmes exercent plus facilement en salariat. Et ça va de pair, oui, avec la création de chaînes. Mais comme je vous le disais, ces chaînes-là sont tout aussi variées et avec des façons d'intégrer les vétérinaires qui sont très différentes, hein, puisque dans des chaînes, vous avez des professionnels libéraux. Il faut bien toujours garder à l'esprit que de toute façon, chaîne ou pas chaîne, le praticien restera un individu libre et exerçant sa profession de façon responsable et tenu par son code de déontologie. Quelle que soit sa forme d'exercice, qu'il soit salarié ou libéral, c'est un exercice personnel. Donc ça, c'est important de le rappeler, quelle que soit la profession
votre profession future, votre mode d'exercice futur. Merci. Alors ensuite, y a-t-il une diminution de la profession rurale pure et quelle est l'évolution de la filière mixte? Alors, là encore, c'est pareil, effectivement, hein, le nombre de sortants bien supérieur au nombre d'entrants d'inscrits au tableau en exercice purement rural. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est très, très, très nettement diminué. Maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de structures de grande taille avec des confrères qui exercent ce qu'on appelle en mixte. Mais néanmoins, cet exercice-là ne parvient pas pour l'instant à compenser les déserts ruraux où on voit effectivement un manque de praticiens en rural. Donc ça, c'est effectivement un problème à résoudre pour la profession dans les années qui viennent. Mais ça, c'est aussi un problème d'orientation politique. C'est pas la profession vétérinaire seule qui peut résoudre cette problématique sans incitation de l'État en ce sens. Ensuite, après avoir été diplômé et ou spécialisé, est-il possible d'exercer à l'étranger? Oui. Alors, si c'est les États-Unis, c'est un petit peu compliqué. Si c'est l'Espagne, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc après, c'est un peu la réponse bateau, parce qu'effectivement, ça dépend un petit peu de là où on veut se rendre. Aux États-Unis, c'est vraiment compliqué. Hein. Ensuite, j'ai une question de Chloé qui me demande si est-ce que vétérinaire mixte nécessite plus d'années d'études ou non? Non. Non. Grosso modo, le cursus est commun à l'ensemble des étudiants. Après, effectivement, il y a des orientations spécifiques et des spécialisations en fin de cursus, et puis en post-cursus également. Donc, mais là, non. Et puis, je serais tentée de dire, avec le manque de praticiens et de praticiennes en zone rurale, les débouchés sont nombreux et fort attendus, je serais tentée de dire. Donc, allez-y. Alors, j'ai plus d'autres questions. J'ai des gens qui vous remercient. Et merci pour cette présentation. Ah si, j'ai encore une question qui vient. Bien sûr. Alors, il existe encore un besoin de vétérinaires en milieu urbain, voire un besoin même dans les grandes villes. On aurait l'impression avec les diplômés français, on en aurait l'impression avec les diplômés français venant des cursus étrangers. Ah, c'est Manon, c'est celle à qui vous avez répondu tout à l'heure. Oui, c'est une question ou c'est... Oui, en fait, Ah oui, je pense que... Alors, oui, bien sûr, le milieu, le dynamisme du secteur canin urbain reste évident. Hein, voilà, c'est représentatif avec la difficulté qu'ont les confrères à trouver des remplaçants. Donc, ça témoigne vraiment d'un dynamisme et d'un besoin de jeunes diplômés. Pour autant, je pense que, il faut confronter aux chiffres, et là, c'est une donnée un petit peu personnelle, mais c'est délicat d'interpréter le fait qu'on est pour moitié des diplômés hors France, hein, si vous voulez. C'est pas forcément un besoin. C'est pas parce qu'on avait 2 fois plus besoin d'étudiants qui sont allés se former hors France. Je pense qu'il faut pas faire ce raccourci. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas incité. On n'incite pas les étudiants à partir se former en Europe. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas tout à fait un même besoin. Mais pour autant, ça reste un secteur très, très dynamique. Mais bon, voilà, à confronter avec l'orientation future. Les chiffres, c'est toujours délicat, surtout quand finalement ces chiffres-là montent en flèche, progressent très rapidement et qu'on n'a pas le recul nécessaire pour les interpréter. Alors ensuite, est-ce qu'une des 4 écoles françaises est à favoriser si l'on souhaite faire des stages ou des périodes d'études à l'étranger? Alors là, c'est un peu une question piège parce que j'aurais des données un petit peu vieillissantes. Je ne sais pas du tout. En tout cas, dans le ressenti terrain, il n'y a pas une école française qui soit favorisée
par rapport à l'autre. Par contre, je pense qu'on garde quand même en tête qu'on a un besoin de vétérinaires généralistes qui ne nécessitent pas forcément un cursus post-études hyper à rallonge. Voilà. C'est-à-dire que on n'a pas tous besoin de se spécialiser ou de se surspécialiser. C'est aussi peut-être le message à retenir, c'est que finalement, on attend aussi de jeunes diplômés voilà, qui sortent de l'école et qui rentrent directement dans la vie active. Merci. Alors ensuite, pour la spécialisation en 5e année, s'agit-il d'un choix des étudiants ou d'une sélection en fonction des niveaux? Donc l'étudiant classe ses préférences en veut. Je serais tentée de dire que c'est plutôt un choix, mais là, pour avoir plus le détail précis, et je ne vous dis pas de bêtises, parce que moi je fais que de la pratique en cabinet et je ne suis absolument pas enseignante, donc j'aurais peur de vous répondre quand même un petit peu une bêtise. Voilà. Si ce n'est qu'à mon sens, la spécialisation en tant que telle n'est pas exigée pour exercer dans un cabinet, hein, comme ceux que vous pouvez peut-être fréquenter pour vos animaux. Alors ensuite, une question de Antoine sur, bon, on en parle dans une des conférences qu'on propose, mais y a-t-il des débouchés importants en faune sauvage, zoo ou pas? Alors voilà, là franchement, si je devais vous faire passer un message, c'est qu'il est inversement proportionnel au temps qu'on peut lui consacrer dans l'audiovisuel. Voilà, si je peux faire simple, on voit beaucoup de reportages, les débouchés sont à peu près inversement proportionnels, il y a très peu de place. Alors ensuite, une question de Lucie. Concernant le secteur sanitaire, comment cela se passe-t-il au niveau des débouchés? Alors, secteur sanitaire, je pense que là, vous parlez plus inspecteur en santé publique vétérinaire. Là, je pense que là, c'est pareil, vous avez dû avoir une conférence, mais en tout cas, retenez que ça peut être effectivement dans la fonction publique, auquel cas c'est un concours qui peut se passer directement après votre cursus. Et il y a une année à l'ENSD à Lyon. Donc là, c'est pour rentrer dans la fonction publique. Là, effectivement, il y a des débouchés intéressants avec des carrières de fonction publique. Et l'État recrute également sous forme de contrat à durée déterminée. Hein, il recrute des vétérinaires contractuels. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la limite une double casquette, c'est-à-dire être à la fois praticien, par exemple soigner des chats et des chiens, et puis pour une partie en temps partiel, exercer une activité en santé publique. Alors ensuite, après acquisition du diplôme de vétérinaire, est-il possible d'exercer dans différents domaines et de ne pas se spécialiser tout de suite? Oui, bien sûr, tout à fait. Je serais même tentée de dire que c'est intéressant aussi. Hein, l'expérience instruit et permet aussi de rencontrer des gens, de voir des modes d'exercice et de s'ouvrir à des choses auxquelles on ne pensait pas. Donc, on peut continuer, et c'est même l'intérêt de la profession, se spécialiser bien plus tard. Hein, moi, j'ai fait un CEAV en médecine du comportement, bien des années après être sortie de l'école. Voilà, je vais essayer de faire un diplôme d'expertise l'année prochaine. Donc, la formation, elle est tout au long de sa carrière. Il n'y a pas d'arrêt, et on peut à chaque fois, on peut, et non seulement on doit, se remettre en question et développer ses compétences. Donc, il n'y a absolument pas, c'est pas figé, il n'y a pas un cursus qui se ressemble. Vous sortez, vous travaillez, c'est tout à fait possible. Merci. Ensuite, Chloé qui nous demande, à la sortie d'une école vétérinaire, y a-t-il un nombre de places limité pour travailler dans le libéral? Non, après, effectivement, ça dépend de il faut quand même être relativement flexible, peut-être géographiquement, peut-être sur les horaires, peut-être, voilà. Mais à part cette nécessaire flexibilité liée à un début de carrière, je pense qu'il n'y a pas de restriction particulière. Celui qui a envie de trouver du travail sort sans souci et peut se mettre à travailler très rapidement. Il n'y a pas de problème. Non, c'est très dynamique. Je pense que là-dessus, on peut être rassuré. Alors ensuite, Manon qui nous demande si est-ce qu'il existe des vétérinaires qui deviennent ensuite médecins ou est-ce que c'est très rare et dans l'autre sens? Je
Je pense que c'est rare. Ça reste très rare. Il y a une passerelle. Je ne sais pas encore, effectivement, compte tenu de la complexité de la refonte également du cursus des études médicales, c'est déjà pas simple. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'est la passerelle maintenant. En tout cas, elle existait, mais ça reste pareil, vraiment des cas ultra ponctuels. Ensuite, Sabrina qui nous demande s'il y a une école vétérinaire française plus adaptée que les 3 autres pour être formée en mixte. Pour être formée en mixte, chaque école a développé de toute façon un plateau technique, même si elle est en zone urbaine. Effectivement, les aptitudes et les études sont adaptées à l'exercice en mode rural. Hein. Donc non, il n'y a pas de. Après, en plus avec tous les stages qui sont mis à disposition, l'exercice en rural est possible, quelle que soit l'école dont on est issu. Hein. Pas de préférence. Après, c'est le milieu de vie qui peut changer, mais l'exercice est possible dans tous les cas. Ensuite, peut-on changer d'école afin de se spécialiser? Si oui, quelles sont les conditions d'acceptation? Merci d'avance. A priori, on peut changer, même en cours d'études, c'est toujours possible. C'est quand même pas tout à fait simple. Je pense qu'il faut que ce soit justifié, notamment parfois pour des raisons familiales. Après, effectivement, toutes les écoles ne proposant pas les mêmes résidences, les mêmes internats, on peut, sur des critères de sélection, là encore, se présenter dans une autre école. Les 4 écoles sont quand même en relation les unes aux autres. Hein. Elles ont de toute façon une unité d'enseignement qui est nationale. Alors, je pense que ça répond aussi à la question de Lucie. On a une question de Mathilde qui nous demande donc si pour travailler avec la faune sauvage, c'est donc très limité. Oui, là par contre, effectivement, l'ensemble de l'ordre de la communication ordinale m'ont bien demandé de bien réinsister sur le fait que les places en faune sauvage, les places pour les animaux sauvages d'une manière générale, qu'ils soient en parc zoologique ou dans les parcs, ça reste quand même, somme toute, des débouchés très, très, très limités. Et là, effectivement, le niveau d'exigence, forcément, comme les places sont très limitées, ça s'accentue. Et enfin, dernière question, encore sur la faune sauvage, mais est-ce qu'une école est plus spécialisée dans la formation? Non, après de toute façon, c'est l'obtention par résidanat. Donc, globalement, il n'y a pas une école qui a développé un enseignement très pointu là-dessus. Hein. Ça reste quand même, comme je vous l'ai dit, c'est pas le cœur de métier. Donc, il n'y a aucune école qui vous garantira un débouché particulier dans le domaine. Parce que ça reste pas au niveau du terrain, le besoin n'est pas là. Donc forcément, l'importance de l'enseignement n'est pas là non plus. Alors ensuite, il y a Eurydice qui nous demande si l'ENVA propose-t-elle des logements pour étudiants boursiers, et je peux répondre oui. Oui, merci. J'aurais répondu oui, mais là j'aurais été un peu collée quand même. Donc normalement, on est à la fin des questions. Enfin, j'ai plus d'autres questions. Vous pouvez encore en mettre si vous le souhaitez. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à tous pour vos questions. Et s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.